temps de débat sur le revenu temps de travail qu'on va aborder maintenant. Et je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marie. Merci. C'était passionnant ce qu'on a vu tout à l'heure. On a avancé, parce qu'on a déjà une première technique qui est on tue tous les milliardaires du Giving Pledge. Donc on récupère 1200 milliards. Donc ça c'est... Bon, ça se trouve, c'est un peu violent, mais c'est 2000 milliards d'un coup quand même. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui le permettent. Solution moins violente, non. Je pense que ce qui va organiser aussi nos débats, c'est qu'on a vu qu'il y avait déjà plusieurs tempos en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut imaginer à 10 ans, à 20 ans, avec des choses qu'on ignore, qui vont bouger, et sur le plan technologique, et sur le plan du contrat social, de ce qu'on aura bien voulu, enfin, ce pour quoi on aura voulu se battre, obtenir, où les consensus vont se mettre. Et puis il y a des choses qui sont, on va dire, là tout de suite. Là tout de suite, c'est qu'en France, on a 6 611 000 chômeurs. C'est qu'on arrive quasiment pour la première fois à 1 Français sur 10. Pas 10% en taux de chômage, on est 66 millions. On arrive en comptant les enfants et tout, on est à 1 Français sur 10. Et alors là, on rentre dans un temps politique qui est particulier. C'est-à-dire que là, c'est très très bien ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on commence à se mettre ensemble déjà, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas les mêmes regards, tout le monde n'a pas les mêmes angles de travail, et on commence à réfléchir à la suite. Mais il y a une course contre la montre qui est lancée. Si on regarde au-dessus, avec que faut-il que je fasse pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors on peut changer par crois à Donald Trump et tu seras sauvé, crois à Viktor Orban et tu seras sauvé. Et donc en fait, ça va vite, c'est-à-dire que le populisme monte plus vite que notre réflexion, parce qu'il est plus immédiat, il n'a pas de temps d'élaboration, les idées sont toutes faites déjà, parce qu'il recycle des vieilles choses nauséabondes. Donc en fait, il y a une vraie course politique à mener, et il faut garder le moyen terme, il faut évidemment envisager le long terme, parce que tout retard qui est pris là, on le retrouvera à l'arrivée, mais il faut aussi apporter des choses là tout de suite, parce que le tissu craque. Alors, pour bien comprendre... On a du mal à penser deux choses, le cerveau humain. D'une part, ce qui se passe par tout petit bout. On a du mal à penser l'émiettement, j'y reviens tout de suite, et on a du mal à penser le côté expansif des choses. Ça, c'est plutôt pour le numérique, et j'y reviens après. Sur le côté émiettement, pour vous donner une idée, vous avez vu en ce moment la mobilisation sur Alstom. Alstom, la mobilisation, c'est pour sauver 400 emplois. Je ne reviens pas sur la polémique sur les commandes de TGV, mais Alstom, c'est 400 emplois en jeu. Le mois dernier, il y a eu 97 000 personnes de plus à Pôle emploi, c'est-à-dire 240 Alstom. Vous imaginez bien que s'il y avait 240 usines qui fermaient d'un coup, on s'en rendrait compte, parce qu'on aurait des cousins, des amis dans la vie, les journaux en parleraient, etc. Et pourtant, il y a bien eu 240 Alstom le mois dernier. Et on n'en a vu qu'un. Enfin, qui n'a pas fermé en l'occurrence d'ailleurs. 240 Alstom. Comment ça se fait que ça, on ne le perçoive pas ? Une fois de plus, Alstom, c'est à Belfort. Belfort, c'est une ville de 50 000 personnes. C'est comme si 2 fois la ville de Belfort était allée à Pôle emploi. C'est à cette vitesse-là que ça se joue. Et ça, c'est l'émiettement. C'est-à-dire que les emplois se perdent, pas forcément par licenciement. Parce qu'un nouveau projet qui va remplacer une activité va se faire avec moins de monde. Parce qu'il a déjà intégré les machines ou les logiciels. Parce que des départs à la retraite ne sont pas remplacés. Et tout ça, c'est du saupoudrage et on a du mal à penser ça. Donc du coup, on le récupère en statistiques très macro. Et ça empêche une partie de la mobilisation. Une usine, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure du travail collectif, être ensemble, une usine, c'est des gens qui se voient tous les jours, et quand ils ferment, il y a une identité commune, il y a un patrimoine de travail commun, il y a un intérêt commun. Là, tous les gens saupoudrés qui disparaissent, ils sont très difficiles à mobiliser, et nous-mêmes, quand on n'est pas concernés, on a du mal à l'envisager. Donc ces proportions-là, il faut vraiment les avoir en tête. Le nombre de chômeurs, il a passé 4 millions et 5 millions sous Sarkozy, puis 6 millions sous Hollande. Quand on parlait des chiffres tout à l'heure que donne le cabinet Roland Berger, effectivement ils disent 3 millions d'emplois qui disparaissent d'ici 2025, on est presque incrédule. On se dit non mais c'est quand même pas possible, ils sont un peu pessimistes. Peut-être mais à la limite, même s'ils se trompent d'un tiers ou de moitié, même si c'est 1,5 million, en fait c'est colossal. Il y a un moment où ça ne tiendra plus. Et quand on dit ça ne tiendra plus, parce que politiquement, on va avoir des choses qui vont faire que ça ne tiendra pas. D'accord ? Et donc la première chose qu'il faut voir, c'est du coup lutter sur la partie qui nous concerne, le discours sur le travail qui est mené par ces gens-là. Pour la France, j'ai laissé un blanc, vous pouvez mettre qui vous voulez, il y a du monde. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit en France, parce que pour en gros nous empêcher de réfléchir, que la France a autant de chômeurs parce qu'on est un pays qui travaille moins que les autres. Alors, il y a deux bouts dans la phrase. D'une part, la France est un pays qui travaille
moins, évidemment, enfin, qui a plus de chômeurs parce qu'ils travaillent moins. Alors, est-ce qu'on est des mauvais élèves là-dessus? Là, c'est colossal face aux adversaires politiques de comprendre cet argument-là, il revient tout le temps. C'est en France, on est des mauvais élèves du chômage. Alors, on regarde le taux de chômage, 10% en France, 5% au Royaume-Uni et en Allemagne. On a l'air d'avoir 2 fois plus de taux de chômage qu'eux, enfin pas on a l'air d'avoir, c'est ce que dit ce chiffre-là. D'accord ? Le problème, c'est que, évidemment, l'argument s'arrête immédiatement ici. Or, le monde du travail fait d'une complexité, enfin de différence, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les chômeurs à zéro et d'un autre côté les temps pleins. Et vous vous rendez compte, enfin on se rend compte quand on regarde les statistiques, que tous les pays qui ont 5% de chômage ont également un autre chiffre qui est au moins 25% de temps partiel. Des temps partiels qui sont en moyenne de 18-19 heures. Donc en fait, tous ces pays-là qui arrivent à 5% de taux de chômage ont mis un quart de leur population active à mi-temps. D'accord ? Si vous allez en Suisse, c'est un tiers. Vous allez aux Pays-Bas, c'est la moitié. Donc, quand chaque fois qu'un politique, qu'un journaliste, que n'importe qui dit « il y a quand même des pays qui sont au plein emploi, virgule, faisons comme eux », la première partie de la phrase est strictement fausse. Qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi quand il y a un quart de mi-temps? Qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi quand il y a un tiers de mi-temps? Qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi quand il y a la moitié de mi-temps? Ce n'est pas le plein emploi. Donc déjà, le modèle qu'on pourrait avoir sous les yeux et dont on pourrait chercher à s'inspirer, à savoir, est-ce qu'il y a un pays qui est parvenu à une performance en matière d'emploi et qu'on pourrait imiter, dont on pourrait s'inspirer? Ce pays-là n'existe pas. Donc déjà, cette promesse politique-là, que on fait moins bien que les autres, et que 2, il y aurait des solutions ailleurs, pour l'instant, la solution du plein emploi n'a pas été trouvée. C'est-à-dire que le niveau de sous-emploi dans ces pays-là, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est le même. Simplement, le sous-emploi, il n'est pas organisé de la même manière. En France, on a privilégié la normalité des temps pleins, ce qui fait que quand les autres pays ont un quart de temps partiel, nous on a seulement 1 sur 6. Et quand ces temps partiels travaillent dans ces pays-là 18 heures, nous c'est 24 heures. Donc on a fait une forme de préférence pour les temps pleins, qui a pour conséquence, certains le disent, une préférence pour le chômage, si vous voulez. Mais on n'a pas fait une préférence pour le sous-emploi. On n'emploie pas moins que les autres. Alors ceci étant dit, on va dire, mais donc déjà, on ne fait pas moins bien. Mais est-ce qu'ensuite, on travaille moins que les autres? Ben là, pour voir si on travaille moins que les autres, il faut regarder combien chacun travaille. Ça tombe bien, ces chiffres sont disponibles. Si vous prenez l'argument de base, on est le seul pays au monde qui a les 35 heures. Déjà, est-ce qu'un salarié français travaille 35 heures? Non. Un salarié français travaille 37,4 heures. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux font des heures supplémentaires. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, il n'y a pas que les temps pleins. Il y a les salariés français. Donc, un salarié français, je reprends ici parce que je vois qu'il y en a qui notent, c'est sympa, mais moi, je ne connais pas tout de mémoire. Je ne vais quand même pas vous donner des faux chiffres. Un salarié français en moyenne, donc qui a un travail, il fait 34,5 heures par semaine. Donc, du coup, on va voir les autres pays auxquels on est systématiquement comparé. Alors, on prend le salarié allemand. Excuse-moi, c'est des chiffres pour tous ceux qui travaillent, y compris les temps partiels, etc. Alors, tous ceux qui travaillent, salariés. Hein, puisque là, donc, temps partiel compris. Exactement. Quelqu'un qui a un travail salarié, qui soit temps partiel ou temps plein, un salarié moyen, en France, il travaille en moyenne 34,5 heures. On va voir en Allemagne 34,3 heures. On va voir en Finlande, c'est 35 heures pile. On va voir en Suède, c'est 34,6 heures. 33,4 heures au Danemark. Et on va aux États-Unis, parce que toujours les États-Unis, c'est un truc sérieux. Les États-Unis, 34,4 heures. Donc la vérité, c'est qu'on est comme ça, à très très près des 35 heures. Le monde occidental, le monde salarié occidental, est aux 35 heures. Voilà. Il n'y a pas de spécificité française. C'est pareil pour tout le monde. Et ce n'est pas étonnant que ce soit pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde parce que ces pays-là, malgré certaines spécificités sectorielles, ont en fait le même type d'appareil productif. Ils se sont organisés de la même manière. Il n'y a pas un Internet qui va plus vite aux États-Unis qu'en France. Les machines, ok, l'Allemagne a plus d'industrie, mais les machines sont les mêmes. Les logiciels qui sont dans les bureaux sont les mêmes. Tout le monde a les mêmes applis sur les portables, etc. Donc le niveau technologique, c'est le même. Le niveau de connaissance, c'est le même. Les méthodes d'organisation qui sont diffusées par les multinationales et reprises aussi par les startups, c'est le même. Et le niveau, on va dire, d'accès à l'intelligence, à l'éducation, il est à peu près le même dans ces pays-là. Donc qu'à l'arrivée, quand les gens s'organisent avec les méthodes d'organisation, l'intelligence et leur environnement technologique, que ça aboutisse peu ou prou à la même quantité de travail disponible, c'est logique.
Et c'est d'ailleurs c'est bien ce qui se passe. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, aucun pays de ces pays-là, d'aucun pays occidental de même niveau de développement, n'a aujourd'hui du travail à 40 heures pour l'ensemble de ses salariés. Aucun. Alors, la question c'est que du coup, qu'est-ce qu'on retire de ça? Pour l'instant, je le redis, il y a eu deux façons intermédiaires de faire et plutôt de mal faire. Parce que soit on a dit, vu qu'on n'a pas de boulot pour tout le monde, on met une personne sur 4 à mi-temps. Et là, je fais une pause parce qu'on se dit, c'est quand même mieux d'avoir un temps partiel que d'être au chômage. Mais pour arriver à 25% de temps partiel, ça veut dire aussi qu'il y a des temps pleins qui ont été coupés en deux. Donc là, je dis, qui est d'accord pour partager son plein temps avec un chômeur ici? Vous aurez effectivement 2000 revenus, je précise. Donc personne n'est trop d'accord pour ça, évidemment. C'est pourtant ce que le marché a organisé, faute d'organisation politique qui prévoyait les choses autrement, c'est ce que le marché a organisé, parce qu'il y trouve beaucoup d'avantages en termes de flexibilité, etc. Le premier modèle, une personne sur 4 à mi-temps. Deuxième modèle, comme la France, on ne pousse pas le curseur à fond sur les temps partiels, on dit quand même les temps pleins, on essaye de rester de ce côté-là, mais on a 10% de chômeurs et les fameux 6,6 millions de personnes à Pôle emploi, pas satisfaisant non plus, parce que dans les deux cas, on a un niveau de précarité de demi-salaire ou d'allocation chômage qui sont tellement massifs dans la société que ça n'adresse pas une demande à l'activité, le ralentissement de l'activité, ça repart pas, on n'embauche pas, et faute de temps, il faut quand même que tout ce qui a été produit, y compris à l'aide de machines, soit acheté. Du coup, on s'endette. D'abord la dette privée, et puis quand elle est pleine et qu'elle craque, la dette publique vient prendre le relais. Donc ce système-là, il a juste fait durer le mauvais choix jusqu'à ce qu'il devienne intenable, et c'est pour ça qu'on n'en sort pas. Et non seulement on n'en sort pas, mais on accélère avec cette précarisation ou cette quantité de chômeurs. Alors, il faut voir que qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Pour voir ça, je voulais vous prendre un exemple, on a parlé tout à l'heure de dire le travail manuel c'est important, évidemment sous l'arc de la transition écologique. Alors, il y a une façon optimiste de voir les choses, c'est la ferme du Bec et Loin, pour ceux qui ont vu les films Demain, la permaculture. Ils ont des rendements extraordinaires dans une surface très petite. C'est l'agriculture qui est intelligente, qui est climate friendly, tout, voilà. De l'autre côté, même projet au Japon, à Kyoto, c'est drôle, c'est le protocole de Kyoto, 4400 mètres carrés. Ils vont ouvrir là une usine de salade, c'est un demi-hectare. Et ils vont produire 30 000 salades par jour, c'est-à-dire 10 millions de salades par an. Alors, écologiquement, c'est pas forcément si mal. Et c'est pour ça que ça fait peur. C'est que sur l'exploitation des sols, là, elle est limitée, 4400 mètres carrés, 10 millions de salades. Alors on se dit, des salades qui probablement en plus poussent pas dans du Monsanto et juste en fait, il y a un système de robotisation, de trucs, en fait ça va à toute allure, ça marche nuit et jour avec de la lumière, bon. Et donc là, quand on voit le Bec et Loin contre l'usine à 10 millions de salades, qui en plus n'est pas forcément si mauvaise que ça pour la planète, il y a un combat mais sauf qu'en fait ça détruit une quantité d'emplois colossale, puisqu'évidemment à peu près personne ne bosse dans cette usine au milieu des milliers de salades, on deviendrait fou dans la lumière bleue, enfin ça irait pas du tout. Mais il n'empêche que ces emplois-là, ils sont partis. Et la deuxième chose que je vous disais, l'émiettement, l'autre chose c'est le côté expansif de l'accélération numérique. Quand on disait tout à l'heure, mais 3 millions d'emplois d'ici 2025, et même s'ils se trompent 1,5 million en moins encore, on se dit, parce que pour l'instant la France ne détruit pas d'emplois. Il faut quand même bien voir que la France ne détruit pas d'emplois. Elle en a détruit un tout petit peu au moment de la crise, juste elle n'en crée pas assez, elle en crée très très peu, un tout petit peu, sauf qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, donc le chômage augmente. Si on parle de destruction d'emplois, ça veut dire qu'on va détruire 3 millions d'emplois, ça veut dire qu'il y a 4 millions de chômeurs en plus. C'est ça, parce que ça va continuer à arriver. Donc c'est vraiment, le chiffre est énorme, et on a du mal à le comprendre. Et là, on est sur la partie exponentielle de la technique qui se joue, c'est-à-dire que les possibilités techniques vraiment vont... Alors on parle de la mémoire des ordinateurs parce que ça marque l'esprit, mais surtout c'est ce qu'ils appellent, le mot, c'est l'interfécondation des choses, c'est que maintenant les progrès qui se faisaient dans chaque secteur, maintenant se rejoignent. C'est pour ça que par exemple, on arrive à avoir l'imprimante 3D, on se dit, bon, l'imprimante 3D, on va fabriquer ce gobelet en plastoc, on va le fabriquer en imprimante 3D. Là, ils en sont maintenant à fabriquer des étages d'immeubles. L'imprimante 3D, le premier truc auquel on pensait, c'était pas l'immobilier quand même. On ne s'est pas dit ça va menacer le bâtiment, ça va menacer la production d'objets manufacturés. Non, finalement, il se trouve qu'une des grosses applications industrielles et des premières qui a avancé de l'imprimante 3D, c'est la construction d'étages. En fait, en gros, ils impriment des planchers, des plafonds et des parois. Donc en fait, ils n'ont plus qu'à les monter. Les Chinois, ils sont très forts là-dessus, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter un immeuble de 10-12 étages en 48 heures. Avec les canalisations. Et avec les canalisations, oui, absolument.
Donc ça va ultra vite. Alors, évidemment, il y a toujours le discours, mais il y a les nouveaux emplois. Alors là, il faut se méfier. Bien sûr qu'il y a de nouveaux emplois, parce que cette imprimante 3D n'a pas été inventée toute seule et n'a pas été fabriquée toute seule. Maintenant, ça n'existe pas que vous remplaciez, sauf dans les technologies type le médical, parce que c'est sponsorisé par l'État, on va dire, enfin par l'État français. Aux États-Unis, c'est différent. Donc là, on peut se payer un robot qui va vraiment faire du progrès, qui coûte cher et qui a créé de l'emploi. Mais sinon, quand on prend la décision d'automatiser, ce n'est jamais parce que il y a un contenu en emploi plus élevé derrière. Parce que sinon, il faut bien que sinon vous payeriez dans l'achat du produit les salariés de l'autre. Donc vous y retrouveriez pas, évidemment. Alors au début, il y a un côté, il y a toujours moins de salariés, et surtout au début. Au début, on a l'impression que il y a des nouveaux métiers qui se créent. Alors, une fois que les machines elles sont créées, une fois qu'on a équipé le parc, pendant un moment, ce parc il marche, il y a un peu d'entretien, mais jamais à hauteur de ce qui a été remplacé. On peut dire, oui, mais il y a des nouveaux secteurs entiers qui vont arriver, il faut rêver, etc. Oui, il y a des nouveaux secteurs qui vont arriver. Il y a des métiers qu'on ne connaît pas, qui sont en train d'arriver. Mais ces métiers qu'on ne connaît pas, ils ont une spécificité. Parce que quand la France a été basée sur le secteur primaire, sur le secteur agricole, ça a duré des décennies, enfin en l'occurrence pour l'agriculture, des siècles, et puis ça s'est mécanisé. Quand il y a eu l'industrie, ça a duré des décennies, et puis ça s'est mécanisé. Mais là, c'est pré-mécanisé. C'est-à-dire que ce n'est pas des secteurs qui se créent, et puis au fur et à mesure du progrès technique et de l'invention humaine, on les rend productifs. C'est créé dès le début pour être à l'économie d'emploi. Par essence, par nature. Vous prenez une boîte comme Le Bon Coin c'est le site français quand même, enfin le site sur lequel on va le plus en France, c'est colossal en termes de marque, enfin, tout le monde connaît, tout le monde y va, et ça a une activité qui est colossale, c'est 400 employés. Enfin, 400 employés, c'est une PME comme il y en a partout sur le territoire. Sauf qu'en fait, on est complètement sur le monde de demain là. Et donc, une fois de plus, les Facebook, c'est pas General Motors à la grande époque. Hein. Facebook, c'est quelques milliers de salariés. Donc, d'emblée, les nouveaux métiers sont à l'économie d'humain. Et ils le seront d'autant plus que ce qui arrive comme possibilité technique, de manière exponentielle, va permettre de mettre des coups d'accélérateur dans la puissance. Alors, les noms qui arrivent, hein, c'est la blockchain. Donc la blockchain qui va faire sauter tout un tas de métiers qui étaient intermédiaires en termes de juridique, en termes d'assurance, en termes de contrat, parce que c'est des machines qui en fait enregistrent automatiquement les contrats entre les gens. Donc il n'y a plus besoin, en gros, les assureurs sont méga flippés, les banques aussi, et elles ont raison de s'en préoccuper. Une fois de plus, ce n'est pas Accor Hotel qui a inventé Airbnb. Hein. Donc elles se disent aussi que ça peut ne pas être elles qui organisent la suite. Mais ce qui est certain, c'est que la suite est plus pauvre en emploi. Vous avez ensuite les chatbots, vous allez voir, la presse commence à en parler. Les chatbots, c'est ces robots conversationnels qui se font sur Internet, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous-même sur Voyage SNCF, vous dites « je voudrais un billet de train le moins cher possible entre Paris et Toulouse ». Et la machine elle-même est capable de prendre votre temps, qui n'était déjà plus du temps salarié, qui était votre temps à vous, pour le faire à votre place. Donc en fait, on a réduit les guichetiers. Ensuite, il y a quand même des gens qui travaillent à Voyage SNCF, et Voyage SNCF va pouvoir travailler lui-même avec moins de gens. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est comme contenu de choses qui arrivent. Et donc ça, c'est la force. Et la deuxième chose, c'est que ça concerne des métiers où ce n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'automatisation, du fait de notre formation, du fait de l'imaginaire qu'on a, on voit des robots de plus en plus puissants, avec une grande dextérité, etc. Aujourd'hui, rentrer dans une usine de voiture, c'est sûr, il n'y a personne. Mais et donc ça frappe notre imaginaire. Mais l'ensemble des emplois qui sont détruits, en silence, je dis bien en silence, on ne le voit pas. Vous parliez tout à l'heure d'hôpital. Effectivement, dans le sud de la France, je crois que c'est l'hôpital de Montpellier, pour préparer les repas de l'ensemble des malades et du personnel qui sont là, le repas du midi et du soir, ils ont mis un robot qui en fait prépare tout, prépare dans les chariots, et le personnel, on va dire humain, il a été à la livraison des ingrédients, globalement, et ensuite au chariot pour aller l'apporter. Et aux États-Unis, il y aurait même un robot qui pousserait le chariot, qui toquerait à la porte et qui vous balancerait la barquette sur la table. Alors, je ne parle même pas de l'aspect humain de la relation de tout ça, mais ce qui est certain, c'est que mettre des choses ensemble, prendre des tomates, enfin des produits industriels, hein, les mettre ensemble, truc, hop, répartir, parce qu'on a le code, on sait qu'il faut mettre à Madame Martin, la chambre 212, le truc sans gluten, sans sel, hop, on sait parfaitement, le robot il est programmé, c'est vraiment facile quoi. Dans les professions juridiques, il y a tout un tas de contrats, il y a des articles aujourd'hui dans la presse où le robot devient meilleur qu'un juriste. Un juriste il fait quoi? Il prend vos informations, il a derrière les livres de droit, ou dans sa tête les livres de droit qui correspondent à votre problème, et il fait le lien entre ce qui est important dans votre problème et ce que dit la loi. En termes d'intelligence artificielle aujourd'hui, ça, une intelligence artificielle robotique commence à le faire bien. Pour des choses simples, mais les choses simples, la majorité des procès, c'est pas une plaidoirie de Dupond-Moretti, hein. La majorité des choses de droit, c'est
quelqu'un est ignorant, quelqu'un ne l'est pas, et on met en face une situation, un article de loi. C'est plutôt assez simple. Le métier de traducteur, en gros, pareil, il a vocation à disparaître, sauf pour les choses très confidentielles ou très très compliquées sur le plan littéraire. Mais pour le business, les assistants qui sont préparés vont avoir un niveau vraiment, mais à 95%, donc ça va faire vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, tout ça, ça arrive vite. Et donc, je suis long ou pas? Je sais bien, mais là je pense que tu arrives directement du coup dans Donc j'arrive à ce qu'on le propose. côté ouais, c'est ça, inéluctable, c'est ça. Le côté inéluctable. Donc en fait, en gros, l'analyse la formule que j'utilise pour dire ça, c'est que quand on n'a pas 40 heures de travail par semaine pour tout le monde, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, c'est que, je le formule comme ça, la technologie, le progrès technologique nous a donné notre vendredi. Déjà. Et comme le consensus social a donné au temps plein leur vendredi. Et on ne s'est pas posé la question. On n'a pas suffisamment réfléchi sur le plan politique, sur le plan citoyen. Et on a refusé la technologie ce vendredi qu'elle nous a donné. Avec les conséquences. Nous, on veut rester en gros à 38-40 heures. Bon, tant pis pour ceux qui ont que des demi de boulot ou ceux qui n'en ont pas du tout. Et la question pour moi, c'est est-ce que du coup, qu'on met sur la table, c'est est-ce qu'il ne faut pas le prendre ce vendredi qu'on nous a donné? Parce que du coup, en travaillant tous un peu moins, enfin, si les temps pleins travaillent tous un peu moins, ça crée de la place pour tous les autres. Et c'est pas quelque chose de nouveau, d'utopique. C'est-à-dire que c'est ce que la technologie nous a, à un moment donné, au début du XXe siècle, donné le dimanche, puis donné le samedi, puis donné les congés payés, puis donné des semaines un peu plus courtes. Globalement, on ne s'est pas effondré économiquement en faisant ça, bien au contraire, ça a accompagné le développement et pour beaucoup du bien-être, du plaisir social, avoir du temps libre, en faire des choses intéressantes dans beaucoup de cas. Donc voilà, et on dit politiquement, on pense qu'il y a un sens, et socialement, qu'il y a un sens à dire, ce vendredi, alors qui n'est pas strictement le vendredi, c'est pour faire un slogan, parce qu'il y a plein de gens dont la forme de travail n'est pas la semaine comme ça, du lundi au vendredi, mais ce temps en moins qui a été donné, est-ce qu'il n'est pas temps de le prendre? Parce que sinon, on met un danger colossal à avoir autant de précaires et ou autant de chômeurs. Ça, il est certain que ça ne tient pas. Et en plus, c'est pas une mauvaise nouvelle. Honnêtement, on s'est pas dit « Ah oui, je me souviens de la souffrance du dimanche quand on l'a eu. Oh, je me souviens de la souffrance du samedi, c'était horrible. » C'est plutôt, en plus, c'est ça qui est absurde un peu, c'est que la technologie a des vrais inconvénients, mais elle peut aussi apporter des choses sympas. Et notamment, elle peut nous donner du temps libre. Reste à savoir si on est capable de le prendre. Et effectivement, les fois où le contrat social n'a pas suffisamment avancé et qu'on s'est retrouvé avec des niveaux de pauvreté énormes, certes, à la fin, ça a débouché sur un nouveau contrat social, par exemple, issu des Jours Heureux du programme international de la résistance pour la France, mais entre-temps, vous avez raison de le préciser, il y a eu 2 guerres mondiales, quoi, en fait. Et pour revenir au tout début, quand on voit des Trump, des Viktor Orban, etc., on sent que la solution n'est pas forcément pacifique. Je préférais qu'on prenne le vendredi. Donc vous l'avez compris, Jean-Marie nous parle de la semaine de 4 jours. Hein. Et effectivement, c'est bien que d'ailleurs tu aies parlé des jours heureux, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il me semble que tu es aussi contributeur pour les jours heureux. Oui. Ça va pas être le coup d'expliquer aux gens, les gens d'ici et les gens de la caméra. Alors, les jours heureux, c'est un projet qui va avoir plusieurs parties. La première partie, c'est un livre qui va sortir le 2 novembre chez Actes Sud et qui a la particularité, c'est pas si fréquent, d'avoir 100 auteurs. Et pas 100 auteurs qui parlent du même sujet, ça c'est pas les 100 spécialistes d'une question, c'est des gens qui se sont intéressés à tout un tas de questions et qui disent voilà, si on devait refonder un modèle, quelles seraient les premières choses dont un Parlement pourrait saisir en matière. Alors, moi j'ai co-signé un texte avec Dominique Méda, par exemple, sur le temps de travail, les choses sur l'éducation, sur l'écologie, sur la finance, sur le droit de la presse, etc. Et donc il y a des gens, ça va de Edoui Plenel à Corinne Lepage, en passant par les gens du scénario de Négawatt, qui rejoint le scénario d'énergie pour comment on sortirait du fossile et du nucléaire d'ici 2050. Donc voilà, c'est ce type de contribution-là. Et puis ça va être également un site internet où les gens vont pouvoir voter, se prononcer sur une partie de ces mesures-là. Et depuis aujourd'hui, c'est une marche qui est partie des Pyrénées. Et il y aura sans doute plusieurs marches, on espère, qui vont converger à Paris pour le 5 novembre. Et qui, sur le territoire, va aller à la rencontre des gens pour expliquer ça et écouter aussi. Voilà. Et qui rejoindra le 5 novembre le Tour de France organisé par le collectif Passe en nous, qui est un collectif en fait d'associations de banlieue. Oui. Donc le 5 novembre, la place de la République, ça devrait avoir de la gueule. Oui, Passe en nous fait un boulot super.
Et donc vous comprenez qu'effectivement que justement les jours heureux, le pacte, c'est comme ça que ça s'appelle ce mouvement, parce qu'effectivement ils se sont inspirés du Conseil national de la résistance qui en plein conflit ont imaginé des jours heureux, parce qu'on sait tous on parle du programme du CNR qui a en 44, 45, 46 a mis en place plein de choses dont on est redevable et qu'il faut effectivement qu'il faut défendre ou pas. Mais on sait moins souvent que ces quelques dizaines d'individus à peine en plein conflit, en pleine horreur, avaient appelé ça les jours heureux. C'est qu'ils s'étaient dit quand on en sortira, eux supposaient qu'ils allaient en sortir, et plutôt avec de l'espoir, quelque chose de positif, ils se sont dit il faut qu'on invente des jours heureux pour la France. Et donc c'était des gens de différents horizons. Je dis ça parce que ça ressemble à ce qu'on veut tous en fait. Et donc par rapport aux questions juste avant la pause, qui étaient un peu pessimistes en disant c'est quand même noir, comment on débouche ces nuages et ce plafond, je crois que justement ces jours heureux, les tables rondes citoyennes, le collectif Rosette, tout ça va dans le même sens. C'est qu'on peut, même si ça paraît encore loin de notre réalité, inventer ce changement de paradigme dont parlait Anne tout à l'heure. Quel modèle de société, et tout ce que vient de nous décrire Jean-Marie maintenant sur la situation économique, ce qui approche, là, lui, contributeur dans ce livre des jours heureux, effectivement, qu'est-ce qu'on peut inventer? Et là, on va apporter une pierre, nous. Sachez que les jours heureux, par exemple, sont curieux de voir comment on mène cette expérience des tables rondes citoyennes, parce qu'ils se disent que quand ils vont confronter leurs intervenants et le fruit de leur livre, ils vont aller vers les gens pour partager le fruit de ce bouquin à 100 auteurs, de le faire évoluer, que les gens se l'approprient, sinon ça ne servira à rien. Et que, donc, vous voyez, on est vraiment dans cette démarche où peut-être, petit à petit, tout ça va converger et va faire qu'on va, avec vous, inventer un nouveau visage pour la France.